Plaisir de pouvoir écouter Jean-Claude Labourie qui va nous parler des lettres des missionnaires jésuites et de l'image qui est reflétée à travers ces correspondances et ces écrits-là, l'image du sauvage et de l'Indien. Merci. Il marche le micro ? Peut-être le rapprocher. Bon, mais... Bonjour à tous. Donc, je tenais à remercier dans un premier temps, donc évidemment, les organisateurs de cette journée, et donc tenir ici un propos qui peut-être peut paraître à certains légèrement étrange, puisque parler de lettres de jésuites portugais et espagnols dans une journée consacrée à la France et au Brésil peut effectivement relever du paradoxe. Mais Franck Lestringant m'a finalement tendu une perche pour introduire ce corpus assez singulier, puisque finalement, ce que je vais évoquer se présente comme un contrepoint exact, parfait, à l'expérience donc française et à ce que nous disait donc Franck Lestringant, c'est-à-dire cette opposition entre une expérience sur le terrain extrêmement réduite et une production textuelle donc considérable. Pour ma part, je vais évoquer devant vous donc le résultat d'une expérience sur le terrain qui a duré très longtemps et une production textuelle qui, au regard de cette expérience, peut paraître indigente ou en tout cas relativement réduite. L'entreprise d'évangélisation des Indiens brésiliens par les jésuites commence en 1549 et finalement elle ne s'arrête qu'avec l'interdiction de la compagnie au XVIIIe siècle. Donc vous voyez que nous avons là 200 ans de fréquentation des jésuites, et les lettres que nous avons, que nous connaissons, sont finalement des lettres dont la rédaction est régie par l'ordre lui-même. Il ne s'agit absolument pas de littérature de manière aussi simple, aussi claire. Donc, il y a effectivement un problème. Néanmoins, il faut quand même préciser que ces lettres jésuites vont rejaillir, vont ressortir et revenir au jour et être lues notamment par les Français, par quelqu'un comme Ferdinand Denis, qui, au début du XIXe siècle, traduira quelques passages de ces lettres jésuites. Et bon, Terre-Compense également en éditera quelques-unes, quelques morceaux, mais elles auront une influence extrêmement importante. Alors, en sautant le XVIIe et le XVIIIe siècle pour déboucher donc très nettement au XIXe siècle. Et là, effectivement, ces lettres représenteront une saisie de ces Indiens brésiliens qui intéressera les Français. Le deuxième point qui justifie le fait d'évoquer ces lettres, c'est que finalement, ces lettres vont adopter une stratégie qui va intéresser directement les textes donc indianistes, ou en tout cas les textes qui traiteront des indigènes au XIXe siècle, et notamment dans le contexte brésilien, parce qu'elles se confrontent à un problème donc, que je vais évoquer et donnent une idée de ce que l'on peut faire, de la manière dont on peut transformer l'Indien pour en faire un objet de discours et un élément important dans la structuration ou la réflexion sur une identité nationale brésilienne, cette fois. Donc, pour vous donner quelques repères historiques, je serai très bref sur cet aspect. Disons que les jésuites arrivent en 1549
au Brésil, et ils auront le monopole de l'évangélisation des Indiens, cette évangélisation représentant même leur raison d'être et justifiant donc leur présence sur place. Tous les jésuites qui travaillent sur le territoire sont astreints par leur ordre à produire des rapports, des lettres, des rapports d'activité, des textes qui sont susceptibles ensuite de circuler en Europe et donc d'être lus un petit peu au large du public propre à la compagnie, de manière à drainer d'une certaine manière donc de l'argent pour alimenter l'évangélisation, mais aussi pour s'attirer les sympathies des pouvoirs en place en Europe, qu'ils soient portugais, espagnols, français et autres. Donc, s'est accumulé au fil du temps une correspondance. Alors, pour vous donner une idée de la taille de cette correspondance, pour les 20 premières années, nous avons une centaine de lettres qui, à la différence des textes de TV et Léry, donc couvrent tout le territoire connu et exploité par les Portugais, donc une série de populations, de peuplades indiennes très très différentes, puisque à tout prendre, Léry et TV n'ont rencontré que les Tupinambas de la baie de Rio de Janeiro. Donc, effectivement, c'est une vision un petit peu tronquée, bien différente des jésuites qui sont présents, qui, dès leur arrivée au Brésil, s'étalent donc tout le long de la côte et rencontrent des populations qui n'ont rien à voir avec les Tupis, pour certaines, qui ne parlent même pas la même langue et qui n'ont pas tout à fait la même structure sociale et la même culture. Donc, rendre compte de cette très vaste documentation permet d'approcher un autre aspect, un autre point de vue sur cet événement que fut la rencontre entre l'Europe et les Indiens. Alors, deux mots également, très, très rapidement, pour ces lettres dont nous allons parler. Il faut prendre quelques précautions, évidemment, pour les lire, puisque ce sont des lettres, comme je vous l'ai dit, qui sont dirigées par les missionnaires à leur hiérarchie et à toutes les monarchies européennes. Donc ce sont des lettres, bien évidemment, dont le contenu est obvié par des nécessités politiques et idéologiques. Nécessité politique et idéologique par rapport à la politique portugaise, puisque les jésuites brésiliens dépendent financièrement du padroado portugais. Ils ont donc des comptes à rendre, une mission à accomplir et des comptes à rendre sur le succès de cette mission, dont dépendent les subsides qu'ils reçoivent. Mais également donc, des nécessités politiques internes, puisque à l'intérieur de la Compagnie de Jésus existent de nombreux courants, de nombreuses polémiques, et la mission brésilienne a à tenir compte d'opposition de la part d'une partie de la Compagnie de Jésus à Rome. D'ailleurs, certaines lettres sont adressées tout simplement au roi du Portugal et ne vont jamais jusqu'à Saint-Ignace à Rome, pour éviter toute polémique, tout problème. Alors ça, c'est le premier point. Il faut les lire avec précaution. Ensuite, le deuxième point, c'est peut-être là tout à fait différemment de ce que nous avons vu pour les textes de Léry et TV, le fait que ces lettres s'insèrent dans un contexte intellectuel ibérique qui est totalement spécifique. Et on peut dire de manière assez rapide que dans ce contexte ibérique, si vous voulez, le statut de l'Indien, et savoir le pourquoi et le comment de la réflexion d'ordre anthropologique sur l'Indien, ce statut est définitivement résolu. C'est-à-dire que ce n'est plus une question. Depuis les lois de Burgos en 1512, depuis les discussions donc, et les leyes nuevas donc espagnoles de 1542, l'Indien a acquis le statut d'un homme à part entière et donc les jésuites n'ont absolument pas à revenir sur cet aspect-là.
Donc l'hypothèse monogéniste, donc l'idée que ces Indiens sont nos frères, qu'ils sont fils d'Adam, est parfaitement donc acquise. Donc là n'est pas le problème de ces lettres, et elles ne vont finalement apporter que très peu d'éléments à une quelconque contestation sur ce point. En revanche, et c'est là l'objet des lettres, la discussion porte sur l'aspect théologico-politique, c'est-à-dire qu'il faut savoir quelle place donner à cet Indien dans l'ordre social, donc, qui est en train de s'ébaucher en Europe. Et cette discussion est une discussion qui, dans le cadre de la seconde scolastique de Salamanque, donc, est un sujet brûlant. Donc ces lettres vont venir alimenter les discours des théologiens, de théologiens dominicains et jésuites, comme Vittoria, Mariana, Melchior Cano, tous ces gens qui discutent de manière très, très intense de la place que l'on doit accorder à l'Indien dans l'économie, dans la politique et dans la religion. Donc l'Amérique permet dans ces débats, donc, d'historiciser la question anthropologique en posant la question du droit, du pouvoir indirect de l'Église, la notion de dominium et, évidemment, question brûlante, la question de l'esclavage. Donc, question politiques qui sont évidemment posées en Europe par Aristote, avec la question donc de l'esclavage naturel, mais par saint Paul, par saint Augustin. Saint Augustin a une théorie autour de l'esclavage qui serait donc une sorte de bénédiction. Donc pour les esclaves que l'on pourrait ainsi éduquer et amener à être des hommes, et surtout pour la scolastique de Salamanque, le texte de base, c'est bien sûr la Somme de saint Thomas que l'on discute, que l'on tente d'amender donc, au regard des expériences de terrain qui se mènent à ce moment-là, donc, notamment au Brésil. Donc ce contexte intellectuel est tout à fait spécifique au contexte ibérique et ne touche pas, n'affecte pas finalement la discussion qui se mène dans les documents français donc, contemporains. C'est donc là, c'est en cela que je parle de contrepoint. Cela signifie que ce que l'on va voir donc, dans les réactions des missionnaires se déroule dans un cadre théorique totalement différent, totalement balisé, qui ne sera jamais mis en cause. Mais en revanche, l'expérience historique va alimenter le débat théorique en Espagne. Alors, mon propos ici, c'était simplement, de manière rapide, succincte, essayer de sortir d'une vision univoque de ces lettres jésuites, une vision univoque formée, bien sûr, par les interprétations nettement idéologique au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle. Alors au Brésil, bien sûr, cette interprétation de ces textes qui restent pour les Brésiliens, pour les historiens brésiliens, des textes fondateurs, des textes des origines. Donc ces lettres ont donné lieu à toute une série d'interprétations, et notamment dans le cadre de la définition d'une nationalité brésilienne à la fin du XIXe siècle, et notamment dans le cadre de l'Institut historique et géographique brésilien, toute une série d'historiens donc réactionnaires vont lire ces lettres jésuites comme la preuve d'une dignité brésilienne qui serait d'une nation qui serait née sous l'égide de l'Église catholique. Donc ici, on a effectivement un discours qui va rencontrer de manière tout à fait opportune le discours propre des jésuites, puisque les jésuites ont à cœur de développer un discours hagiographique sur leur propre action. Et
En gros, on peut résumer très rapidement ce discours en disant que va naître la légende d'une compagnie de Jésus protecteur des Indiens et qui sera là pour adoucir les exactions des colons portugais et qui va accoucher sous sa houlette et sous la houlette donc, du catholicisme romain de la nouvelle nation brésilienne. Donc cette légende est extrêmement envahissante dans toute l'historiographie du début de la fin du XIXe siècle et début du XXe siècle. On la retrouve parfaitement mise en œuvre dans, par exemple, l'ouvrage qui fait référence pour la lecture de ces lettres, l'ouvrage du jésuite, de l'historien jésuite Séraphin Leite, qui a exhumé toutes les lettres et qui en a donné une édition critique assortie d'une interprétation. Alors, mon propos est simplement de montrer très, très rapidement, en quelques minutes, combien cette documentation est beaucoup plus complexe, finalement, que cette lecture idéologique. Et j'ai proposé, donc, pour organiser mon propos, une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que ces lettres donc, témoignent de la proximité réelle d'une relation quasi empathique avec les Indiens de la part des missionnaires, et en même temps, dans le même temps, donc, d'une incompréhension totale et d'une distance donc, définitive. Alors, dans un premier temps, pour nourrir cette idée d'une proximité évidente qui apparaît dans les lettres, il faut dire d'abord que la proximité avec les Indiens est une obligation pour les jésuites. C'est la raison d'être de la mission, telle qu'elle est définie dans le Regimento, c'est-à-dire le document cadre, si vous voulez, de 1548, qui est donné au gouverneur général qui apporte les premiers jésuites donc, au Brésil. Il s'agit pour la compagnie de tresser des relations avec les Indiens, de les domestiquer en quelque sorte pour les intégrer à la compagnie. C'est leur mission, ce qui justifie leur paiement. Alors, les jésuites vont, en arrivant sur le territoire, croire au miracle, d'une certaine manière, c'est-à-dire à une proximité de fait, et ils vont procéder, pendant les 4 premières années, par des missions volantes. Ils sont 6 pour s'occuper d'un territoire de 2001 km de côte. Donc, bon, ils ne peuvent guère faire autrement, mais ils vont donc dans les villages directement apporter la parole et se présentent donc comme de simples intermédiaires pour une conversion qui devrait se faire normalement, donc sans aucune résistance, puisqu'ils ont constaté, comme tous les voyageurs, que les Indiens n'ont pas de religion et donc sont comme une tabula rasa sur laquelle il s'agit d'imprimer simplement le message de Dieu. Alors, très rapidement, ils vont déchanter. Les premiers textes font état de populations qui viennent s'agenouiller devant les jésuites, qui imitent tous les gestes de la liturgie, et puis ensuite qui retournent à leurs occupations, à leur repas cannibale, et donc sans plus se préoccuper de quoi que ce soit. Donc cette première phase d'une sorte de proximité rêvée, simple, est un échec absolu. Alors les jésuites vont tenter immédiatement donc une deuxième stratégie qui va durer quelques années, et ils vont aller au-devant des Indiens, mais pour les fixer sur place, et on aura là l'ébauche du modèle des réductions qu'on trouvera au Paraguay, c'est-à-dire, bon, de manière beaucoup plus élaborée, mais ils vont tout simplement donc fonder des villages indiens, très loin des établissements portugais, dans lesquels ils vont finalement tenter une catéchèse quotidienne et vivre dans une proximité complète, totale, sans aucune médiation de la société portugaise.
Alors, cette phase-là va s'achever très rapidement. Néanmoins, elle a eu comme résultat, puisque c'est le premier village de cette sorte qui sera fondé, donc elle a eu le résultat de fonder São Paulo, la grande ville de São Paulo, dont la première pierre est un village jésuite, São Paulo de Piratininga, donc fondé sur le plateau brésilien, loin de la colonie portugaise, qui était restée donc sur les côtes. Donc ce village va regrouper toute une série de débris de tribus qui vont essayer de vivre ensemble, et très rapidement les jésuites s'apercevront que la chose est un échec, que cette stratégie est un échec, parce que tout simplement, les colons viennent se servir en esclaves quand ils en ont envie, que les Indiens viennent et repartent selon leurs affaires propres, et que les jésuites se retrouvent, nous avons une lettre atroce, parce qu'un pauvre jésuite se retrouve avec son église vide du jour au lendemain, pendant la nuit, tout le monde est parti. Il était au milieu d'un millier d'Indiens, et le lendemain matin, il n'y a plus personne. Et il est là tout seul dans son église à se lamenter et à se comparer au pauvre Job, pourquoi tant de haine, à mon propos. La seconde phase, qui est celle, la troisième phase, celle qui va là déboucher sur un modèle qui durera bien plus longtemps. À partir de 1558, arrive un gouverneur qui va être favorable aux jésuites au Brésil, Mendesa. Ce gouverneur va prêter la main à l'entreprise jésuite et, par la force, organiser ces villages, obliger les Indiens à rester dans ces villages et les maintenir hors du contact des Portugais. Donc, à partir du moment où intervient la force, effectivement, cette proximité va pouvoir se mettre en place et ces villages commenceront à se développer. Ce qui signifie, si vous voulez, si on résume cette histoire, on va passer d'une sorte de proximité rêvée, de proximité évidente, empathique, à une proximité contrainte. Une proximité qui finalement se propose comme un modèle politique et économique. Il s'agit, avant de convertir l'Indien, de le contraindre à se sociabiliser à l'intérieur de structures intermédiaires que les jésuites vont gérer. Donc on a là une expérience d'une proximité réelle. C'est-à-dire qui se construit à l'intérieur d'une structure politique qui l'autorise. Cette structure politique est, bien sûr, là on le voit, tout à fait fidèle au précepte de saint Thomas et à la définition du dominium. Nous avons des jésuites face à des Indiens qui sont des hommes. C'est bien sûr fondamental, puisque, étant des hommes, ils sont donc susceptibles d'être convertis, mais ce sont des hommes mineurs que la force doit contraindre à la sociabilisation avant la conversion. Et alors ça, c'est le cadre général, et c'est ce qui a donné lieu à cette espèce de légende de jésuites protecteurs des Indiens. Mais à l'intérieur de ces villages, quant à l'expérience effective que les jésuites vont faire de l'Indien, ce qui règne, c'est le silence et l'incompréhension. Alors, nous avons un texte, je vais très très rapidement, en 2 minutes, vous lire un tout petit extrait qui est relativement significatif de la situation dans laquelle se trouvent les jésuites quotidiennement. Il s'agit d'un tout petit extrait du dialogue sur la conversion des gentils, qui est un texte qui date de 1556, qui est de la plume du provincial du Brésil, donc Manuel da Nóbrega, et qui, à un des pires moments de la catéchèse, organise un dialogue entre 2 ouvriers de la vigne du Seigneur, donc entre 2 jésuites modestes qui rendent compte de ce qui se passe réellement. Et donc, il fait parler ces personnages qui font un constat d'échec. Alors, l'un d'entre eux dit « Personne dans ce pays, pour peu qu'ils les connaissent, les Indiens, ne peut en parler autrement. J'ai eu un nègre
Alors, nègre, negros, negro da terra, c'est l'une de ces déclinaisons sémantiques de l'indien. Hein, dans les textes portugais, on l'appelle negro da terra, le nègre de la terre, qui s'oppose au nègre de Guinée, hein, et au nègre, puisque des nègres, des esclaves noirs, il n'y en a que très peu dans cette première période. La grande masse des esclaves noirs arrivera avec le boom sucrier à la fin du XVIe siècle et dans les premières décennies du XVIIe siècle. Hein. Donc les nègres, ce sont pour l'instant les Indiens. Hein, donc, bon, il y aurait là, il me semble, matière à toute une communication à soi seul, hein, cette affaire. Donc, j'ai eu un nègre que j'élevais depuis son plus jeune âge. Je pensais qu'il était bon chrétien, mais il s'enfuit auprès des siens. Or, si celui-là ne fut bon, je n'en connais aucun qui puisse l'être. Ce n'est pas lui seulement qui me fait douter de l'aptitude des Indiens au baptême, car je ne fus pas le seul à élever un corbeau. De plus, je ne sais si le terme de corbeau est approprié parce que les corbeaux pris dans le nid peuvent être élevés, adoucis, éduqués, alors que les Indiens, plus oubliés de leur éducation que les animaux sauvages et plus ingrats que les enfants de vipères qui mangent leur mère, n'ont aucun respect pour l'amour et l'éducation qu'on leur donne. Hein ? Et le jésuite dit ensuite que la pire des choses, c'est que les Indiens disent toujours oui. Ils disent toujours oui. Quand on veut les convertir, ils disent oui. Hein, alors, bon, oui, en toupie se dit pas, hein, donc ils disent toujours pas, hein, toujours et à tout ce qui se présente, et donc on retrouve là la caractéristique essentielle qui affecte les Indiens, c'est-à-dire leur inconstance, hein, l'inconstance de l'âme indigène. Donc c'est un des topos. Alors, je vais essayer d'aller vite. On reviendra peut-être si vous avez des questions sur le sujet. Mais ce qui montre clairement dans ces lettres ce vide, ce silence, cette incompréhension, c'est d'une part le rapport aux langues. Alors on sait que la première langue, la première grammaire toupie est écrite par un jésuite en 1555, hein, le Père Anchieta. Elle sera publiée en 1595 à Lisbonne, mais elle circule de manière manuscrite au Brésil dès 1555. À côté de cet effort-là, hein, qui peut séduire un historien, on sait par expérience que les missionnaires ne savaient finalement dire que quelques prières qui étaient traduites en toupie, hein, et qu'ils avaient le plus grand mal à se faire donner à manger ou à demander de l'eau, ou il n'y avait absolument pas de communication linguistique correcte et quotidienne. Dans un texte du XVIIe siècle, hein, on a une description de la vie dans les aldeias indigènes où on voit le père jésuite faire un discours et ensuite être incapable de répondre tout simplement à 2 ou 3 questions de la part des indigènes. Donc il n'y a pas de véritable relation interlinguistique. C'est une légende absolue. Hein. Donc, de la même manière, toute l'ethnographie jésuite qu'on trouve dans ces lettres est une ethnographie tactique. C'est-à-dire on s'intéresse à ce sur quoi on va agir. Et de manière remarquable, on constate une absence dans ces lettres, une absence criante. Nous avons à peine 2 descriptions sur une quarantaine d'années, 2 descriptions du rituel anthropophagique. Le rituel anthropophagique n'intéresse pas les jésuites. Ce qui intéresse les jésuites, c'est que ce n'est pas de rendre les Indiens, de ne pas les rendre anthropophages pendant les premières, ou d'interrompre cette pratique. Pendant les premières années, ce que font les missionnaires jésuites, ce qui les intéresse, c'est de baptiser le prisonnier juste avant qu'on le mange. Parce que pour les Indiens, il devient inconsommable. Et donc, on a toute une série de textes qui nous raconte des histoires où le jésuite demande de l'eau à une femme en marge de la cérémonie et qu'il va très rapidement baptiser l'indigène avant qu'il ne soit abattu, ce qui fait qu'il peut récupérer le cadavre et il peut l'enterrer selon les rites chrétiens. Mais aucune réflexion sur la constitution du rituel. Nous avons des textes très intéressants sur les système de parenté des indigènes.
Par exemple, parce que bien sûr, là, les jésuites peuvent intervenir. Et ça les intéresse énormément de marier les indigènes entre eux, de les marier selon donc les structures de parenté existantes. Mais sur toute une série d'autres pans de la vie indigène, rien. Pas un mot. Alors que nous avons une fréquentation pendant plus de 50 ans pour ces premières lettres. Donc ce qui intéresse les jésuites, ce n'est pas un savoir, c'est une stratégie et une tactique. Et ensuite, je termine là-dessus, il y aurait de nombreuses choses à dire. Nous avons de manière sporadique dans la correspondance l'apparition de données comme la peur, le dégoût pour les odeurs des Indiens, pour les cases dans lesquelles ils vivent, pour toute la société indigène, finalement, qui semble produire auprès des missionnaires un phénomène de rejet quasi physique. Et les missionnaires se plaignent donc du paradoxe, c'est-à-dire d'être obligés politiquement et stratégiquement de fréquenter des gens qu'ils ne peuvent absolument pas supporter. On a des moments et des passages absolument poignants sur ce terrain. Donc je vais conclure rapidement. Donc, les lettres jésuites témoignent finalement d'un contournement de cette difficulté, de cette contradiction, en se rendant la plupart du temps à la stratégie de l'écriture édifiante. C'est un phénomène qui, je vais en dire deux mots, qui donnera naissance plus tard à la lettre édifiante et curieuse que l'on trouve pour la Nouvelle-France ou pour la Chine, mais dont le modèle est déjà dans ces lettres du Brésil. En fait, l'édification permet simplement d'additionner toute une série de morceaux montrant l'Indien se convertissant, la perfection de l'Indien, donc destinés à l'édification du lecteur, si vous voulez. Donc, on découpe le réel, dont on ne rend pas compte, on le transforme en une série d'anecdotes que l'on se contente de mettre en file indienne, si j'ose dire, et ensuite, donc, on produit ainsi un discours sur un Indien qui n'existe pas, qui est un Indien totalement fictif. C'est en fait, pour les jésuites du Brésil au XVIe siècle, un Indien rêvé, un Indien qui est celui du futur. C'est-à-dire que, finalement, ce à quoi se confrontaient les lettres jésuites, et qui ne sera plus tout à fait le même problème pour les textes indigénistes ou autres qui vont suivre, c'est que comment écrire un texte qui idéalise donc l'indigène en présence de l'indigène, alors que sa présence gêne. Et l'indigène existe effectivement et résiste au moins jusqu'au boom sucrier des années 1610-1620, où la population va tomber de 10 à 1 de manière très, très, très rapide. Donc, ce que l'on lit dans les lettres jésuites, c'est finalement un système, une stratégie textuelle, là, qui permet d'éviter ou de contourner la contradiction qui naît de l'expérience, et finalement une formule qui va prévaloir jusqu'au XVIIIe siècle. La littérature brésilienne réinventera ensuite l'Indien, mais un Indien qui, d'ores et déjà, historiquement, n'existe plus. Les jésuites donc posent d'emblée une sorte d'axiome simple, selon lequel le paradoxe indigène est soluble dans le temps. Là où pour les voyageurs et d'autres témoins, la dilution était d'ordre spatial. Et donc, les catégories de l'avant et de l'après, opposant l'Indien sauvage de l'avant à l'Indien de l'après que l'on rêve, discriminent autant que dans les textes des voyageurs les catégories du par-deçà et par-delà. Voilà. Je vous remercie infiniment pour la présentation de cette contradiction entre une proximité nécessaire avec l'Indien et une distance irréductible
qui n'a de résolution finalement que dans les discours et dans le temps rêvé, cet après qui est une limite, en tout cas un objectif totalement idéalisé. Nous allons poursuivre à présent notre exploration chronologique et poursuivre la découverte dans le temps par la communication de Madame Hilda Mendes dos Santos, qui va nous montrer les nouvelles images qui sont données de l'Indien à partir du XVIIe siècle. Merci. D'abord, je voudrais remercier le public pour une présence assez massive un matin, et remercier aussi, dans les pas de Michel, tout l'appui et tout le plaisir, effectivement, qu'on a eu à travailler avec Catherine et avec Régine. Alors, je vais effectivement me situer un peu plus loin dans le temps, dans un XVIIe siècle, où en fait l'Amérique se fait portugaise. Les termes de terre de Sainte-Croix, terre de Port-Brésil, enfin du Brésil, tendent de plus en plus à être gommés dans le texte. Et dans des textes qui circulent très fortement, malgré tout ce qu'on a pu en penser, qui circule très fortement dans le royaume ibérique et au Portugal, qui circule au Brésil, mais sous une forme de publication qui est souvent la publication manuscrite, et qui était extrêmement puissante, et que l'on commence effectivement maintenant à réenvisager. Et cela permet aussi de dépoussiérer nombre de stéréotypes qui ont pu se fixer à partir du 19e, moment où une masse de ces ouvrages a été publiée, soit au Portugal, soit au Brésil, et ont fait l'objet évidemment de lectures qui étaient lourdes de tous les problèmes posés évidemment par le réel dans lequel baignaient ces nouveaux lecteurs, aussi bien au Portugal, avec tous les problèmes de construction de la nation et éternelle décadence d'un pays qui fut un empire, que du côté du Brésil, avec évidemment le côté de construction de la nation et comment construire cette nation. Donc, c'est revenir sur ce XVIIe siècle, fin XVIe, début du XVIIIe, où effectivement il y a une masse d'écrits qui ont fait l'objet de cette relecture critique de la part d'historiens et d'anthropologues des deux côtés de l'Atlantique, d'historiens en particulier évidemment de portugais, brésiliens, croisant leur approche avec des collègues anglo-saxons, donc comparant les empires, et si bien que très rapidement, l'idée, par exemple, de territoire outre-mer a été resituée dans des analyses autour de l'empire globalisé. En même temps, les intérêts se sont portés vers des échelles locales, avec, là encore, on a exhumé des tas de documents, et l'étude de ces différentes sources est allée de pair, si on se situe du côté littéraire, avec le questionnement du genre, de la nature et la fonction des actes d'écriture. Parce que ce qu'on peut dire effectivement, c'est qu'il y a une culture de l'écrit très forte, une culture de l'écrit qui est liée à l'expansion européenne. Alors de prime abord, au sein de ces écrits, la matière indienne peut sembler négligée, fondue dans des sortes de stéréotypes ou négligeables, et on le sait, la construction du Brésil s'est faite par l'exclusion, construction sociale, ou en tout cas une construction pas seulement économique, exclusion, extermination, et effectivement des branches noires, les esclaves, et les indigènes. Or, l'historiographie toute récente a tenté de reconsidérer cette Amérique, donc, qui se fait portugaise en pénétrant dans l'intérieur des terres. Et là, c'est tout à fait important. On pousse en avant au XVIIe vers le nord, vers le sud, donc on quitte petit à petit ces noyaux de peuplement qui s'égrènent le long de la côte, et on pénètre ce qu'on appelait déjà dans le Portugal médiéval le sertão, donc le sertão, donc l'au-delà du rivage. Et ce territoire va être absolument fondamental comme machine à rêver et machine à penser.
pensée. Donc on relie un petit peu également toute cette construction qui se fait en repoussant les marges de la connaissance, les interactions entre colonies et métropole, et l'image d'un statique, à savoir une conquête et une décadence, où ces images un petit peu effectivement frontales ont été brisées, et c'est la notion de flexibilité, la notion de réseau et de discontinuité qui est maintenant de plus en plus envisagée. Autour, évidemment, ne jamais l'oublier, d'un noyau ferme et fixe, la catholicité. Alors, de même manière, on peut penser, au vu aussi des études de cette vingtaine dernières années de la part des anthropologues, que la matière indienne de cette période quitte petit à petit le territoire qui existe et qui est vrai, celui de l'extermination. Et cette idée de la chronique de cette extinction, pour s'inscrire aussi dans la dynamique de la construction politique d'une société coloniale, avec les silences, mais aussi des négociations, des formes de résistance qui peuvent être lues aussi comme des manières de se réinventer. Et donc, à l'instar de l'élément noir ou esclave, et peut-être un peu plus tardivement d'ailleurs en termes d'investissement critique, renouvelé, l'Indien donc nourrit à nouveau le débat autour des agents de la colonisation, de l'émergence du tiers, à savoir de ces fameux intermédiaires, blancs, indiens de toutes les ethnies, groupes noirs, métis, nourrit le débat ou re-questionne le débat sur les statuts, les codes et les modes de fonctionnement d'une société qui se porte outre-Atlantique. Et dans cette outre-Atlantique, dans ce Brésil qui, par rapport à l'ensemble portugais, et nombre de textes l'affirment, dès la fin du XVIe, se présente et se veut comme civilisé. Académie du bon parler, écrira un des colons. Si bien que l'on assiste à une espèce de dépoussiérage où on déplace le regard. Le terme de conquête revient de plus en plus par rapport au terme de colonisation, l'indianisation et des processus d'indigénisation, le terme de frontière, bien sûr, et tous les lieux de métissage et d'hybridité, et qui est autour, ou qui accompagne une interrogation sur l'usage de l'écrit et sur les régimes d'écriture, ainsi que sur les pratiques en fait de traduction d'univers. Donc c'est un petit peu cette émergence de nouveaux concepts qui a amené à interroger le lieu de production des écrits et la façon dont ils sont lus quand ils traversent l'Atlantique. Parce qu'effectivement le regard change, la façon dont ils peuvent être réutilisés aujourd'hui pour affiner des connaissances du passé, mais aussi à aider à mieux comprendre les tensions et conflits des sociétés actuelles, culture de l'écrit qui se dissolvent, minoritaires et majoritaire, mais en même temps, évidemment, et c'est ça qui est assez passionnant, peut-être tout l'éventail qui va du minoritaire au majoritaire, la notion d'interaction, l'essence du transfert et de la traduction. Donc, d'abord, pour présenter rapidement qu'est-ce que c'est que cette culture de l'écrit, qu'est-ce que c'est que ces textes liés à l'expansion européenne, je rappellerai tout simplement que cette production doit être placée dans un contexte de rivalité politique, donc religieuse, de guerre ouverte et larvée, en Europe et qui se transportent dans les territoires coloniaux et qui sont réactivés dans ces territoires coloniaux sous différentes formes. Une période aussi de redistribution d'alliances, de négociations, voire aussi d'invention un petit peu d'identité. Le Portugal est d'abord sous souveraineté castillane jusqu'en 1640 et donc par contre-coup, il subit les conséquences des conflits des Philippes. À la Restauration 1640, il y aura lutte, balais diplomatique et conflits qui ne vont s'éteindre que dans les années 70 de ce même siècle. Et donc, les autorités portugaises vont subir un peu partout la concurrence d'une nouvelle puissance maritime, la plus grande flotte de l'époque, et qui partout conteste son empire sur les mers et dans les noyaux de peuplement, à savoir à nouveau le protestant, les Hollandais, les provinces unies. Toujours, on retrouve toujours ce binôme entre le catholique et de l'hérétique. Et cette fragilisation
pécuniaire, humaine et symbolique du Portugal, qui est visible au sein de l'ensemble luso-castillan d'abord et au sein de l'ensemble européen, mène le Portugal à chercher des alliances, notamment avec la France. C'est un ballet souvent de dupes, qui aussi, entre des protestations d'amitié et beaucoup de suspicions, le grand jésuite portugais, mais homme passionnant du XVIIe, à savoir le père Vieira, qu'on retrouve actif en Europe dans différentes cours, mais au fin fond du sertão, ce père Vieira, extraordinaire personnage, dira toujours la France, cette amie par nécessité. Donc, il y a ces éléments qui ont une incidence directe sur ce Brésil, qui se construit comme société coloniale par le biais de la guerre, qu'elle soit importée d'Europe ou qu'elle se multiplie sur son propre territoire, avec évidemment les avancées, les conquêtes, les disputes avec les agents extérieurs. Aussi, la publication sous forme d'imprimé ou forme manuscrite, obéit-elle à des logiques différenciées, mais qui sont tout à fait inextricablement liées, des logiques impériales, nationales et locales. Donc, fait tout à fait nouveau dans l'ensemble de la littérature des voyages portugaise, une étonnante publicité du Brésil au XVIIe siècle. Étonnante, même si, comme je le dis, l'augmentation de la production écrite ne suit pas n'est pas dans l'ordre de l'imprimé. Mais le Brésil, et ça, je renvoie à une thèse encore inédite d'une jeune historienne, Guida Marques, le Brésil devient un objet d'écriture. Il y a une invention du Brésil du côté portugais, du côté de la métropole, puisque c'est l'ensemble luso-castillan à l'époque. Le Brésil devient un objet d'écriture. Il y a un investissement donc de régime de lecture, et la figure privilégiée dans cette nouvelle lecture sera la figure de la conquista, qui avait été assez absente du texte initial portugais sur le Brésil. Donc la reconquête comme affirmation d'une propriété, alors contestée. Et par exemple, les Hollandais qui tentent de s'emparer de Bahie en 1624, puis la reprise par les Portugais, il y a une publicité monumentale qui est faite en Europe sous une forme d'imprimé. Et on peut dire que la guerre sur le terrain se double d'une autre guerre, c'est la guerre de la plume. Et c'est quelque chose de tout à fait important, une guerre de la plume donc contre les voisins européens, une authentique communication, des opérations de communication, et qui s'inscrit toujours au sein de rivalités et au creux aussi de désir d'ascension et de promotion. Surtout, et c'est ce qu'on connaît plus, la connaissance du pays est renouvelée par une extraordinaire vague de textes issus justement de l'épisode hollandais au Brésil. C'est-à-dire ce sont des textes qui nous viennent là des presses des Provinces-Unies, là encore, je viens de l'évoquer, à l'occasion de la prise de Bahie, mais surtout à l'occasion de l'implantation, disons, d'un Brésil hollandais, 1630-1654, à savoir un moment où la Compagnie des Indes occidentales s'est établie à partir de Recife, et autour de là a tenté de pénétrer le sertão, poussant jusqu'au Maranhão et l'Amazonie. Donc c'est cette région nord qui est l'objet d'une concupiscence majeure. En particulier, on connaît pendant cette période du Brésil hollandais le fameux gouvernement éclairé de Maurice de Nassau et la première, si on peut ainsi l'appeler, mission scientifique et artistique avec nombre d'humanistes, de peintres venus et qui ont commencé à peindre ce qu'ils voyaient. Et ce sont ces images hollandaises du Brésil qui ont été valorisées en raison de la rareté et de la précision de l'information sur la faune, sur la flore, sur les circuits de production du sucre, sur les richesses, évidemment, la topographie, la distribution des peuplades, les mœurs et les coutumes, mais aussi déjà la peinture d'un noyau de société civilisée. Et en raison également de la valeur esthétique très, très forte, de nombre de cartes, de dessins, de peintures qui décrivent non seulement un pays, mais inventent un paysage humain et naturel. Et ces textes, s'ils intègrent ces images, si elles intègrent des cabinets de curiosité, des ateliers d'artistes, elles font l'objet de transactions entre les couronnes, donc elles circulent énormément, et ces images sont reprises, retravaillées dans différents textes imprimés, des énormes descriptions du Brésil
à partir de 1640, La Haye, jusqu'à 1682. Donc nous avons un recyclage qui n'est pas simplement un recyclage de textes anciens, en particulier autour des Indiens, un recyclage de Jean de Léry ou de Hans Staden, donc encore antérieur, mais un continuel ajournement. Enfin, on revoit sans cesse renouvellement, modernisation de l'information, et c'est là qu'on remarque aussi à quel point il connaissait les sources portugaises, qui circulaient là encore de manière manuscrite, qui circulaient souvent sous forme imprimée, mais il n'y avait pas le nom. Et je ne cite par exemple qu'un jésuite, Cardin, qui lui est venu à la fin du XVIe au Brésil et qui a laissé des étonnant traité sur la faune et la flore, mais aussi sur les Indiens. Et ce traité a été versé dans la collection de voyages. Bon, il a été appréhendé par les pirates. Enfin, je ne reviens pas sur cette histoire rocambolesque, mais c'était un épisode ça arrivait. Et il a été versé dans une grande collection de voyages anglaise en 1625. Et la Haye s'en est emparée. Donc on trouve comme ça des traces. Donc il faudrait suivre ces vestiges textuels dans l'ensemble de textes. Donc il y a une continuité. Et puisque c'est le portail France-Brésil, dans le sillage des Hollandais, il y a les Français. Et malgré donc l'épisode de la France équinoxiale, il y a une continuité de regard, d'intérêt français sur le Brésil, une cible à éclipse, et il y a des textes. Et au sein, par exemple, de la Compagnie des Indes, on retrouve énormément de Français qui négocient, qui participent un petit peu également, soit d'un côté, soit de l'autre, qui participent énormément de la percée du territoire. Donc, je montrerai quelque part à la fin quelques textes autour de cela. Et je relève surtout un texte assez extraordinaire publié en 1651 par Morisot. C'est un texte de l'aventurier Roelofs Barrow, donc un Hollandais, dit-il traduit du hollandais, Roelofs Barrow, qui, de par sa brièveté et son total, absolu détachement dans la description de mœurs des peuplades qu'il va rencontrer, dont je vais parler, est absolument fascinant. Et là encore, toujours dans cet intérêt français, on peut se demander si des textes, par exemple un texte sur le pays des Amazones de 1655, n'obéit pas à des désirs d'implantation coloniale. Et puis, il y a traduction, circulation de nombre de textes. Donc cette production d'auteurs de nationalités diverses et de nature contrastée, qui va de la plaquette du récit de voyage à la somme historique, au journal d'exploration, à la relation du conquérant qui a percé un territoire, un bout de territoire, et qui rapporte témoignage dans un désir évidemment d'ascension personnelle, de lettres de missionnaires. Enfin, il y a donc un ensemble d'actes d'écriture. Ces productions finissent par inventer un territoire outre-mer que l'on peut dire que du côté hollandais, entre une forme d'exotisme déjà et de primitivisme, et du côté portugais castillan, mais déjà luso-brésilien, parce que ce sont des textes souvent d'auteurs nés au Brésil, qui veulent y rester, ou d'auteurs et qui ont une expérience profonde déjà de l'expérience coloniale, un Brésil donc entre refus du barbare et désir de civilisation. Et cette civilisation sera très importante. Pour simplement souligner ces deux points, je voudrais ici m'arrêter sur 3 termes. C'est tupi, tapouille et sertão. Donc d'abord un binôme qui se construit, tupi, c'est l'Indien, mais l'Indien déjà christianisé, l'Indien en fait proche de la proximité, à côté du gentio, qui est donc le gentil, qui lui, je caricature, mais qui lui serait évidemment un peu éloigné, mais peut-être civilisable. Et puis il y a cette invention du tapouille, donc le tapouille qui se déplace, et le tapouille du côté indien comme du côté portugais, comme du côté hollandais, se tapouille comme l'autre absolu.
Et lié à ce tapouille, il y a ce terme qui est justement un terme géographique, mais qui va prendre évidemment bien d'autres données symboliques. C'est le terme de Sertão, donc l'au-delà du rivage, l'au-delà de mon regard. Alors, ces tupi-tapouilles, ça a été très travaillé dernièrement, mais par exemple, à l'époque, au XVIIe, nous avons tout un ensemble de peintures du peintre Eekhout, ou Eekhout, ma prononciation hollandaise est à revoir, donc qui peignent effectivement l'homme toupie, la femme toupie, l'homme tapouille, la femme tapouille, et puis à côté d'autres membres de la société. Et c'est avec, évidemment, on voit une lecture non pas ethnographique, mais ethnologique, c'est-à-dire les uns avec déjà tous les attributs de la culture, et l'autre tapouille, etc., tous les attributs, évidemment, de la nature sauvage. Et ces images qu'on voit dans les textes par éclat seront tout à fait reconvertis dans les ouvrages, de manière souvent maladroite, mais on verra aussi des images de tout cela, de ce binôme. Et ce binôme, et ça je renvoie aussi à un texte de Manuel Monteiro et de Manuel Carneiro da Cunha, a été, binôme tupi-tapouille a été extrêmement utilisé par l'historiographie aussi brésilienne à partir du 19e, et depuis pour penser, et se construire et exclure. Alors, il est donc lié à ce terme de Sertão, et là encore un mot sur ce Sertão qui est pris entre un mirage de richesse, c'est de l'au-delà du rivage, c'est donc un inconnu qui alimente tous ces rêves de richesse qui sont les mines d'or, les terres pour l'élevage, pour le sucre, évidemment une intense réserve de main-d'œuvre esclave, future, les tribus, et puis évidemment tout un territoire qui renvoie à la peur première fondamentale, avec l'idée que ce sont ces territoires inconnus, donc, où vivent et nomadisent des myriades de tribus rebelles au langage babélien, le tapouille, des irréductibles donc à donner aux démons. Dans le texte de 1651, d'ailleurs, Morisot parlera du Sertão comme de la bouche de l'enfer. Donc on entre dans la bouche de l'enfer, et il créera d'ailleurs aussi un toponyme, le pays des tapouilles, donc le pays des tapouilles que l'on pourrait aussi opposer ici à cet autre toponyme que l'on voit sur les cartes, à savoir le pays des Amazones, où l'on renvoie en fait à un même imaginaire où le Sertão, entre utopie et les contre-utopies très fortes qui se construisent dès la construction d'utopie, donc utopie contre utopie, bon, on revigore tous les éclats d'enfer et d'Éden, c'est le territoire sauvage, et dans ce chaudron géographique, politique et culturel, parce que c'est ça le Sertão, il y a évidemment l'être tapouille, qui est lui-même, qui obéit lui-même à toutes ces logiques. Du côté portugais, pourtant, des ouvrages manuscrits ou circulaient. Il faut que je sois. D'accord, bon alors je vais être très très bref. Circulait dès la fin du siècle autour de tous ces éléments, et qui donne une lecture beaucoup plus fine que tout cela. Et ces livres étaient lus, malgré justement là encore le manuscrit. Et ces auteurs montraient déjà une capacité remarquable à capter les différences et les variations entre les différents groupes indigènes et en faire une description qui dépasse le stéréotype du sauvage. Et bon, cela s'accompagnait d'un désir immédiat, célébration du Brésil comme lieu de civilisation et ou terre pour l'évangélisation, ça viendra ensuite. Donc il y avait déjà un portrait beaucoup plus fin qu'on ne peut le penser de toute cette mosaïque de population. Mais au long du XVIIe, s'est élaborée donc cette fameuse grille que je viens d'évoquer, une grille mouvante, le toupie, le gentil, le tapouille. Et cette grille mouvante, eh bien, elle se meut aussi au fur et à mesure que le Sertão est donc découvert. Ça bouge. On voit très bien que c'est un lieu politique. On pénètre, on connaît. Et ce lieu politique, qui est un lieu d'extermination, je ne reviens pas là-dessus, les lettres des jésuites de l'époque parlent des raids, captures et épidémies. Mais il est effectivement le lieu d'une pénétration. Et si le tapouille, le Sertão est irréductible, il est absolument
nécessaire ou un indispensable allié. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est la façon dont cette altérité absolue ne cesse de se déplacer. Elle accompagne de fait cette mobilité. Et au sein de cette mobilité, il y a évidemment entre un creuset, noyau de peuplement, ville et la forêt, émerge tout un groupe de gens, donc là je vais être d'une brièveté absolue, à savoir ce sont tous les devenirs indiens tous les devenirs indiens des conquérants, de certains conquérants dont on a de nombreuses traces écrites. Et par contrepartie aussi, les devenirs blancs des Indiens. Alors, c'est dans ce temps, et c'est Sertange, et c'est dans ces zones de frontières aussi et de conquête que l'on a affaire à d'extraordinaires processus d'indigénisation, d'indianisation, ou en tout cas le processus d'une construction d'une société par ces voies métisses, donc depuis la marge. Et il y a là des portraits de héros qui laissent leur mémoire, où ils font état de cette pénétration et comment on devient effectivement indien. Cela se passe par les tactiques de guerre, cela se passe par des tactiques sur le corps. On tait souvent évidemment toutes les conséquences symboliques que le fait de se dénuder, de faire la guerre à l'indienne pouvait entraîner. Mais c'est là, bien présent, cela va donner lieu à de la fiction romantique au XIXe, où l'érotique, là, viendra masquer la violence de la conquête. Mais il y a tous ces devenirs blancs qui sont en train d'être beaucoup mieux, devenir indiens, pardon, d'être mieux étudiés, qui sont tout à fait intéressants. Et de l'autre côté, on a aussi, par des actes d'écriture, eh bien, des traces, des figures de chefs indiens, de christianisés, mais aussi de chefs tapouis, le récit de Roulox Barreau par un chef extraordinaire autour de ça. Et donc on voit aussi effectivement comment ces formes de participation à la société ont pu être également des formes d'accommodation, de résistance, ou des façons aussi de s'inventer tout simplement un lieu et un avenir. Et de tout cela, surtout, il y a des actes d'écriture. Et ça, c'est aussi très intéressant. Je ne reviens pas sur la fascination pour l'écrit qui a toujours été marqué par les jésuites chez les Indiens, mais on voit tout à fait aussi comme il y a un transfert, comme l'écrit qui légitimait, qui servait comme ascension promotionnelle et promotion personnelle, passe aussi du côté de tous ces agents de l'intermédiaire et de tous ces agents des aldées, tous ces agents tapouilles, le sertan est une foule, tous ces agents tapouilles qui demandent des lettres, qui écrivent des lettres, jusqu'à un chef tapouille qui a lui un véritable cabinet de curiosité hollandais. Donc il y a une façon aussi de renégocier ces alliances et ces prestiges de ce côté-là. Et tout cela pose, à mon sens, aussi énormément de questions aujourd'hui. Je vais terminer là. C'est cette façon surtout que, plutôt que de traverser des frontières, les manières de les habiter. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce qu'évidemment, le regard porté sur l'entre-deux subit la marche, évidemment, du préjugé et subit la marche des idéologies qui nous construisent et des codes du temps. Donc, habiter la frontière, sans doute une fameuse nécessité, et évidemment une interrogation, effectivement, sur qu'est-ce que c'est que ces formes de traduction et d'écriture. Pour conclure avec ce que disait Jean-Claude, il y a évidemment toutes ces traductions corporelles, tous ces récits de voyage qui sont des traductions de toute façon de l'ailleurs, et il y a tous les glossaires, les énormes dictionnaires, les vocabulaires, ces constructions de langues faites par les jésuites, mais pas seulement. Tous les récits de voyageurs intègrent à un moment ou à un autre un dictionnaire, ou sont des bribes de dictionnaires de toute façon. Et un jésuite disait très bien que cette langue qui courait au Brésil était une langue de l'invention, une langue de la disparition, une langue de l'imbrication. Et il avait une parole assez étonnante en disant « Mais à quoi ça sert d'être tout le temps en train de noter, de vouloir fixer une langue qui de toute façon est un fantasme ?» Il ne le disait pas en ces termes. Surtout que nous sommes en train de fixer la langue
et que l'écrit reste, mais ceux qui la parlent disparaissent. J'ai été un peu trop long, je m'excuse. Voilà, je vais mettre Je vous remercie beaucoup pour cette présentation très intéressante sur les différents aspects d'un discours qui se crée à travers les images, à travers les écrits, qui est le discours de la création, de la naissance d'une nation, qui est la nation brésilienne. Nous avons quelques minutes pour 2 ou 3 questions de l'assistance, malheureusement pas beaucoup plus. Donc il y a des personnes qui se tiennent à votre disposition pour les micros. Oui. Ça marche ? Oui. Moi, j'aurais une question à poser à notre collègue Jean-Claude Laborie sur le point suivant. Les jésuites, c'est vrai, ont reçu le soutien de Mendesa. Mais est-ce que Mendesa n'a pas reçu un très gros soutien des jésuites? Est-ce qu'il y a des lettres qui retracent justement la stratégie de conquête, enfin de reconquête de la baie de Rio, dans une perspective justement de ces agents de la contre-réforme contre les gens de la réforme qui occupaient avec Villeguignon l'île au centre de la baie? Est-ce qu'il y a beaucoup de lettres qui se réfèrent à cela, et quelle est la place justement de la manipulation de certaines populations indiennes qui étaient opposées à l'occupation portugaise pour certains, parce que les Indiens ont servi de chair à canon, n'est-ce pas, des 2 côtés. Quelle était la stratégie des jésuites dans ça? Est-ce qu'il y a beaucoup de lettres sur cet épisode-là qui se réfèrent à cette alliance entre Mendesa et les jésuites contre le risque de voir les hérétiques prendre pied dans la baie de Rio et je veux dire, tout l'épisode avec Konyambek et autres, Konyambek, des luttes indiennes? On peut faire une réponse en 2 temps. Disons que l'acquaintance et la communauté d'intérêt entre Mendesa et les jésuites est évidente, puisque de toute façon, Mendesa, c'est le 3e gouverneur du Brésil et il est contesté au Portugal. C'est-à-dire qu'il a des problèmes relationnels et politiques avec la régente, il est dans une situation relativement instable et les jésuites vont lui fournir une caution. L'œuvre bien connue que Franck connaît très bien, donc le gigantesque poème écrit par José de Anchieta envers le De Rebus Gestis Mendesa, c'est une sorte de gigantesque éloge de Mendesa, de son œuvre civilisatrice. On retrouve des lettres, évidemment, puisque, en fait, la production textuelle est entièrement dirigée vers la métropole. Et donc, les jésuites produisent, il y a une lettre de Nóbrega en 1560 qui rapporte directement les événements de la baie de Rio et qui fait ressortir le rôle extraordinaire de chef militaire, d'organisateur de Mendesa. Alors que on sait très bien que c'est les Français qui sont partis en courant un jour, alors que le siège ne parvenait pas à rejeter les Français, mais ils sont partis pendant la nuit. Et, ce n'est pas une action aussi glorieuse que cela. Et ensuite, il y a effectivement toute une manipulation de la population indigène, puisque les Tamoyos, qui sont donc là, c'est pas des Tapuyas, c'est des Tamoyos qui vivent dans la baie de Rio, vont fournir un certain nombre de contingents donc dans cette histoire où on a finalement, je ne sais plus, une centaine de Français contre 200 Portugais, mais on a 4000 Indiens contre 4000 Indiens de l'autre côté. Et les jésuites fournissent la chair à canon. C'est les jésuites qui, à la même époque, en 1565, vont aller chercher leurs Indiens à San Vicente et les ramener en barque pour fonder le premier établissement qui deviendra Rio de Janeiro, de San Sebastián, dans la baie de Rio, pour justement interdire tout retour des Français. Donc il y a une circulation, il y a tout un jeu de relations et de négociations qui sont menées par les jésuites. Les jésuites sont les intermédiaires du pouvoir. Mais effectivement, là, les textes vont
produire le résultat de ces négociations. C'est-à-dire que les Indiens qui refuseront les alliances seront diabolisés. Les Indiens qui, au contraire, malgré tous leurs actes les plus atroces que possible, par ailleurs, mais s'ils acceptent de collaborer avec Mendesa, vont recevoir une sorte de bénédiction dans les textes. Hein, et on a là, donc, du coup, quelque chose qui dépasse complètement la réalité. On a affaire à un discours politique, un discours diplomatique à destination de la métropole. Et donc là, jésuites et gouverneurs marchent, c'est relativement rare au Brésil au XVIe siècle, ils marchent main dans la main. Hein, donc, plume dans la plume. Voilà, donc, exactement. Merci. Une autre question ? Bonjour. C'était très bien ce que vous avez dit, j'ai bien apprécié, ça m'a rafraîchi un peu l'esprit, ça m'a fait trouver des certain nombre de solutions aux problèmes que j'avais. J'aurais beaucoup de questions à poser, mais enfin, il n'y en a qu'une seule. Alors, bon, vu que je vous ai entendu parler, et puisque vous m'avez apporté les solutions, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait poser une question avant moi, éventuellement, si... rapidement. Moi, je suis né en Guyane, personnellement. J'ai passé mon enfance, mon adolescence. Donc, les Indiens, je les connais bien, puisque mes parents avaient une grande entreprise à 50 km de la base spatiale. Donc, j'ai eu l'occasion de faire du commerce avec les Indiens. Ils sortaient de leur forêt, donc ils venaient un peu, si je puis dire, vers la civilisation. Et c'est une image. Ils venaient acheter des hameçons pour aller pêcher. Éventuellement, on leur vendait un fusil avec des cartouches pour qu'ils puissent chasser. Et donc, les produits qu'ils avaient de leur chasse, comme mes parents avaient un magasin et que mes parents avaient besoin de matières premières pour faire la cuisine, donc ils nous rapportaient le fruit de leur chasse. Bon, c'est pas un truc que je me suis aperçu que vous n'avez pas trop parlé. Alors, je ne sais pas si j'ai très bien compris cette conférence-là. Est-ce que c'est une conférence purement littéraire où on expose ce que l'on a lu dans les ouvrages et on veut faire partager les idées, ou alors est-ce que c'est plus... Alors, ma question était la suivante. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé de... J'ai eu l'impression, c'était ça, d'après ma culture générale, j'ai l'impression que finalement, toutes ces histoires d'aller vers l'autrui, vers l'étranger, de le découvrir, c'était finalement pour s'approprier les ressources. Parce qu'il faut bien voir que tout ça, ça se passait dans l'époque du développement économique. Avant Adam Smith, qui parlait du développement des nations, c'est quand même les jésuites et c'est quand même les prêtres qui ont mis en place la théorie de l'échange qui consistait à dire qu'il fallait aller chez les autres, échanger entre pays. Ce que l'on a, on le donne à ceux qui n'en ont pas et vice-versa. Donc voilà, enfin, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, si vous avez compris ma pensée, sinon je pourrais la redire autrement. Oui, on peut répondre relativement rapidement. Hein, si vous voulez. Les enjeux économiques à l'intérieur de la colonie au tout début sont moindres. Je dirais, les Indiens, bien sûr, hein, on peut discourir et il est tout à fait important, et de nombreux historiens brésiliens notamment se sont attachés à cette question. Les Portugais mettent au point un modèle de colonisation qui est tout à fait original et qui repose essentiellement, même si ça n'est jamais dit, sur l'intégration de l'Indien à une sorte de marché colonial. Il faut rendre l'Indien apte à participer à l'économie coloniale. Les Portugais sont très peu nombreux. Donc l'enjeu est plutôt de cet ordre-là. On n'envisage pas de production en termes d'économie, d'échange avec la métropole. L'histoire du pau-brasil, de cette teinture rouge, est finalement... on pouvait la faire sans les Indiens, je dirais pratiquement. Les Indiens faisaient le portage avec quelques accointances avec quelques tribus, on pouvait s'en occuper. Non, je pense que la question des Indiens pour les jésuites est une question, je dirais, beaucoup plus importante. Bon, là, je n'ai pas eu le temps de dire tout cela, mais elle n'est pas d'ordre strictement économique. Les jésuites, par exemple, pour vous donner seulement un élément de réponse, les jésuites arrivant au Brésil, c'est évident dans les premiers textes, croient arriver dans un pays où ils vont pouvoir faire renaître l'Église primitive. C'est-à-dire que le mythe d'un Indien qui serait un enfant et une sorte de seconde chance pour l'Église catholique et qu'on va accoucher
parce que finalement il est innocent, il est cette tabula rasa. Ce mythe-là travaille les premiers missionnaires. Donc il y a des investissements d'ordre théologique, il y a une réflexion au-delà du cynisme politique et économique, parce que bien sûr, la compagnie, pour survivre, doit s'insérer dans la structuration progressive de la colonie portugaise. Mais je crois qu'il y a une véritable réflexion sur... Alors, peut-être pas tant sur l'altérité, je dirais même que c'est même une réflexion sur le même, sur l'identité. Et c'est ce qui va générer cette proximité. On n'est pas fasciné par l'autre, on est fasciné par ce qui nous ressemble chez l'autre. Et ce qui est peut-être même, pour beaucoup de jésuites, une image plus belle de soi-même, une image d'une virginité originelle. Donc, c'est un lieu commun d'aller chercher très souvent le cynisme des agents coloniaux. Bien sûr, il ne s'agit pas du tout de nier ces rôles politiques et autres, mais je crois qu'il y a une vraie question. Et une question qui est posée, me semble-t-il, en termes d'identité. On se cherche soi-même. L'Indien est d'une certaine manière la seule justification d'existence de la Compagnie de Jésus. Il est un jésuite, d'une certaine manière, un proto-jésuite, et vont se multiplier au Brésil, alors que ça ne se fera que très très rarement ailleurs, vont se multiplier les débats autour de l'idée d'admettre des Indiens à entrer dans l'ordre. Et c'est une question qui sera repoussée par la Compagnie de Jésus romaine, alors qu'elle sera en débat permanent au Brésil, avec le statut bien sûr de coadjuteur temporel, un statut moindre, mais cette question de porosité entre la Compagnie de Jésus et le monde indien, à mon avis, ne fait aucun doute, et pas simplement en termes économiques. Si vous voulez. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Un complément apporté par M. Lastringant. Oui, c'est pour réagir à la fois à votre question et puis aux remarques de mon ami Jean-Claude. Cette idée de reconstruire le christianisme et de reconstruire l'Église chrétienne en partant de zéro, on la trouve un peu partout. On la trouve chez les Espagnols aussi, au Mexique, chez les franciscains du Mexique, dès les années 1520. Et on la retrouve un petit peu aussi dans la France antarctique. Enfin, quelqu'un comme Léry et les protestants qui sont là, c'est aussi pour refonder une église chrétienne. C'est l'idée même de Villegagnon au départ, qui n'est en fait ni protestant ni catholique, est un peu entre les deux. Alors, une autre chose, c'est en t'écoutant tout à l'heure, c'est à propos, tu as dit très justement que le système conceptuel, le système qui permettait de penser l'Indien et aussi de l'éduquer, appartenait, donc c'est un système qui est proprement ibérique, qui vient de saint Thomas, qui vient de la tradition scolastique. Et alors je réfléchissais un petit peu, mais... en France, c'est assez différent, mais il y a aussi la question de l'Indien et la question du Brésil rencontrent aussi la politique à travers la question de la tyrannie. Le débat se lie autour du droit légitime ou non. Et la querelle du Brésil surgit en France au moment où il y a tout le débat des monarchomaques, ceux qui s'opposent à la tyrannie. Alors, cette conjonction d'un débat qui est politique, a-t-on le droit ou non de renverser le tyran, et d'un débat qui est, disons, colonial et à la fois missionnaire, est réalisé dans le texte de Jean de Léry, c'est posé le rapport, et aussi chez Montaigne, à travers ce débat où le paradoxe de l'enfant roi, c'est finalement une dénonciation de la servitude volontaire. C'est l'argument de la Boétie qui est repris pour Montaigne et mis en scène avec des Brésiliens comme partenaires. Donc on est dans des systèmes complémentaires mais qui se rejoignent. Quant à l'unité du genre humain, ça c'est vraiment le socle commun à tous les chrétiens. Église catholique comme Église chrétienne, c'est une chose qui n'est pas discutée, qui le sera plus tard, mais au XVIe siècle, à part quelques esprits aventureux, comme Giordano Bruno, des gens comme ça, mais c'est vraiment le socle commun. Tous sont fils d'Adam, et là, il n'y a pas de problème de principe. Oui, mais d'ailleurs, juste un mot pour répondre, c'est que l'histoire de la réflexion sur la tyrannie fait partie intégrante des réflexions de Vittoria, de Marianne, donc de la seconde scolastique, de la révision de la scolastique médiévale
qui se déroule à Salamanque. Ouais. Et on réfléchit à cette histoire de l'esclavage comme un droit naturel, Voilà, ouais. par exemple. Et donc, ce sont des débats absolument fascinants qui vont accoucher de premières réflexions du droit international. Ouais, sur le droit des gens. Ouais. Sur le droit des gens, et qui s'élabore donc entre la péninsule ibérique, la France, mais aussi avec Grotius et autres, donc tout ce qui se passe un petit peu plus tard. Donc l'Indien est en quelque sorte pris en otage dans l'élaboration d'une conceptualisation du droit international, effectivement. D'accord. Donc sur ces mots, malheureusement, nous devons achever ce débat vraiment passionnant, puisque nous sommes contraints par le temps et nous devons impérativement reprendre à 14h. Donc c'est vraiment impératif. Et nous remercions bien évidemment nos 3 intervenants pour leur communication, et puis également merci à l'assistance, au public pour votre écoute et votre attention. Donc à tout à l'heure.